Ma famille a décliné l'invitation à ma crémaillère, préférant celle de ma sœur. Il ignorait que ma maison était une villa de 6 €, star d'une émission TV. Depuis sa diffusion, il m'appelle sans arrêt. Bonjour, je m'appelle Camille Dubois et le mois dernier, j'ai organisé mon premier dîner de crémaillère, celui auquel mes parents ont refusé d'assister. On ne viendra pas à ta crémaillère, ta sœur vient d'emménager aussi, m'a texté ma mère. J'ai tapé en retour, ce n'est pas grave. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma maison n'était pas n'importe quelle maison. C'était une villa de 6 millions d'euros en bord de mer que j'avais conçue et construite de mes propres mains, et qui allait bientôt être présentée dans l'émission Demeure d'exception. Ce soir-là, pendant que ma famille restait à la maison pour célébrer ma sœur, j'ai ouvert mes portes à tous ceux qui avaient un jour été négligés, cousins, amis, voisins. Et pour la première fois, chaque personne avait une place à la même table, pas de table pour les enfants, pas de hiérarchie, juste un sentiment d'appartenance. Quand l'épisode de Demeure d'exception a été diffusé et que les appels ont commencé à pleuvoir, j'ai enfin compris. Parfois, être exclu est le début de la liberté. Avez-vous déjà été mis à l'écart de quelque chose qui comptait profondément pour vous? Racontez-moi votre histoire et dites-moi d'où vous regardez. Je pense que ce SMS de ma mère m'a fait si mal parce que ce n'était pas nouveau. C'était juste un autre écho de ce que ma vie avait toujours été, une vie dans l'ombre de la lumière de quelqu'un d'autre. En grandissant, chaque fête de famille semblait conçue pour tourner autour de ma sœur cadette, Sophie. Ces fêtes d'anniversaire étaient de véritables carnavals dans le jardin, des ballons, des gâteaux à thème, des enfants courant partout, tandis que nos parents se tenaient fièrement près du barbecue, l'appelant leur petite étoile. Les miens, en revanche, étaient toujours plus simples. Cette année, on fait simple. Un petit gâteau, parfois sans bougie, et la phrase familière « on fêtera ça correctement la prochaine fois, ma chérie ». Mais la prochaine fois n'est jamais venue. Même pendant les dîners du Nouvel An, les adultes demandaient « comment va notre Sophie à l'école ?» Puis, presque après coup, « et Camille, tu l'aides avec ses devoirs, n'est-ce pas ?» J'ai arrêté de les corriger au bout d'un moment. Je n'étais pas Camille, la fille. J'étais la sœur de Sophie, le titre tacite qui me suivait partout. Ce n'était pas que Sophie était cruelle. Elle n'avait simplement jamais eu besoin de faire d'efforts pour être adorée. Elle était douce, mais radieuse, le genre de fille que les professeurs louaient et dont les voisins se souvenaient. J'étais plus silencieuse, plus maladroite, avec un esprit toujours en train de bricoler des choses plutôt que de socialiser. J'aimais démonter des réveils et dessiner comment les engrenages s'emboîtaient. Mais mes parents ne voyaient aucune valeur là-dedans. Tu vas mettre le désordre, soupirait ma mère chaque fois qu'elle trouvait des vis éparpillées sur la table. Pendant ce temps, si Sophie collait quelques étoiles pailletées sur une affiche scolaire, cela devenait une œuvre d'art. Je me souviens encore d'une fête du printemps quand j'avais 10 ans. Sophie a fait un spectacle de danse sur la scène du centre communautaire, robe blanche, ruban rose dans les cheveux, la foule applaudissant à tout rompre. Après, mon père l'a soulevée dans ses bras et a murmuré « c'est ma fille ». La semaine suivante, je suis rentré à la maison avec un ruban bleu du concours scientifique départemental, première place pour la construction d'une voiture miniature à énergie solaire. J'ai couru pour le lui montrer, le cœur battant, m'attendant à ce même sourire fier. Il y a jeté un bref coup d'œil et a dit « c'est bien, mais ne veille pas si tard la prochaine fois ». Ma mère a ajouté « les concours de sciences, c'est amusant, mais la danse, c'est plus sociable ». Cette nuit-là, je suis resté éveillé, le regard fixé au plafond, me demandant si les réussites comptaient encore quand personne ne se souciait de les remarquer. Au fil des ans, ce schéma s'est approfondi. Quand Sophie a rejoint l'équipe de danse, notre maison a éclaté de joie, dîner de famille, ballons, nouvelles chaussures pour sa grande saison. Quand j'ai réussi le concours d'entrée pour une grande école d'ingénieurs, mes parents ont à peine levé les yeux de la télévision. « C'est bien », a murmuré papa. « Mais es-tu sûr de t'intégrer avec tous ces matheux ?» Maman a juste dit « n'oublie pas d'aider Sophie avec son projet d'anglais plus tard ». J'ai commencé à réaliser qu'être négligé n'était pas une phase temporaire. C'était ma position dans la hiérarchie familiale. Sophie était l'enfant en or qui reflétait leur image idéale du succès. J'étais l'enfant utilitaire, celle qui comblait les vides, portait les cartons, réparait les choses quand elles cassaient. Mon monde a commencé à se rétrécir au coin de la maison, en particulier à la vieille remise au fond du jardin. Elle était poussiéreuse, remplie de l'odeur du cèdre et de la rouille, mais pour moi, elle était sacrée. J'ai commencé à y passer des après-midi entiers, apprenant seul à utiliser la scie et le papier de verre,
à façonner une planche tordue jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose de beau. Quand Sophie faisait les magasins avec maman, je coupais des planches et posais des charnières, me perdant dans le rythme de la création. Mon premier vrai projet fut une petite table, rien d'extraordinaire, juste 4 pieds inégaux et un plateau en contreplaqué de récupération. Mais quand j'ai passé ma main sur sa surface rugueuse, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, de la valeur. Elle n'était pas parfaite, mais elle existait parce que je l'avais faite, pas parce que quelqu'un m'avait donné la permission de le faire. Chaque fois que des disputes sur le favoritisme éclataient, mes parents insistaient, nous vous aimons toutes les deux de la même manière. Mais l'égalité est un sentiment, pas une phrase. Et ce n'était jamais quelque chose que je ressentais. Même les plus petits moments portaient en eux de minuscules blessures qui s'accumulaient avec le temps. Un matin de Noël, Sophie a déballé un bracelet de perles, et maman a dit, tu le mérites, ma chérie. Ma boîte, plus petite et plus légère, contenait un carnet d'un magasin discount. Tu aimes noter des choses, n'est-ce pas, a dit maman distraitement. J'ai souri, dit merci, puis je me suis retiré dans la remise pour écrire une seule phrase sur la première page, tu es invisible sauf si tu es utile. C'est devenu un mantra silencieux, le genre qui s'infiltre dans vos os sans que vous vous en rendiez compte. Au lycée, la distance s'est encore creusée. Sophie était le visage que tout le monde reconnaissait, conseil des élèves, bal de promo, événements sociaux. J'étais celle qui travaillait en coulisses, réparant les décorations, gérant la logistique, m'assurant que tout se passait bien. Les professeurs me tapaient sur l'épaule en disant « Tu es une si bonne aide ». Jamais leader, jamais talent, toujours aide. Cela m'a appris à mesurer ma valeur à ce que je pouvais faire pour les autres, pas à qui j'étais vraiment. La remise est devenue mon sanctuaire. L'odeur de la surmêlée au white spirit s'accrochait à mes cheveux et à mes vêtements. Quand le monde à l'étage devenait trop bruyant des louanges pour Sophie, je me glissais dehors, fermais la porte et respirais ce silence boisé. Je construisais des étagères, des tabourets, de petits nichoirs, tout ce qui permettait à mes mains de prouver que j'existais encore. Mon père m'a trouvé un jour là-bas, en train de poncer un plateau de table tard dans la nuit. Il a secoué la tête et a dit « Tu devrais être au lit. » Ce n'est pas un travail convenable pour une fille. Je voulais lui dire que c'était la seule chose qui me faisait me sentir vivante. Mais je suis restée silencieuse. Au moment de mon bac, ce silence était devenu une seconde nature. La lettre d'acceptation de Sophie pour son école de commerce a été accueillie par des toasts familiaux et un dîner de célébration dans son restaurant préféré. Quand la mienne est arrivée, une bourse complète en architecture, je l'ai posée tranquillement sur la porte du frigo, à côté d'une de ses vieilles photos de danse. Personne n'en a parlé. Au dîner d'adieu avant mon départ, papa a juste dit, tu pars loin. Essaie de ne pas te perdre dans tes livres. Maman m'a rappelé, appelle souvent, et si Sophie a besoin d'idées de décoration pour sa chambre d'étudiante, aide-la. J'ai souri, hoché la tête et promis que je le ferai. En y repensant maintenant, je réalise que la remise avait été mon terrain d'entraînement depuis le début. Dans cet espace rempli de sueur et de solitude, j'ai appris plus que la menuiserie. J'ai appris l'indépendance, la résilience, l'art de donner forme au vide. Chaque clou que j'enfonçais dans le bois était une rébellion contre l'invisibilité. Chaque étagère, chaque table était la preuve que même si personne ne me voyait, je pouvais quand même créer quelque chose de solide, quelque chose qui ne disparaîtrait pas lorsque l'attention se détournerait. Pourtant, ces schémas ont laissé des cicatrices. Même après avoir quitté la maison, je portais en moi la conviction que l'amour devait se mériter par l'utilité, que pour être vu, je devais construire quelque chose d'extraordinaire. Quitter la maison pour l'université ressemblait moins à un rite de passage qu'à une évasion de la gravité. La veille de mon départ, je me suis tenu dans la remise une dernière fois, ma main posée sur la table brute que j'avais construite des années plus tôt. L'odeur du cèdre flottait encore dans l'air, et j'ai pensé, c'est ici que j'ai appris à survivre à l'invisibilité. Maintenant, je voulais construire quelque chose de plus grand que des meubles. Je voulais construire des espaces qui donneraient aux gens le sentiment d'être vus, comme je ne l'avais jamais été. J'ai déménagé à Paris avec une bourse pour étudier le design architectural et la technologie de la construction. Le campus était énorme, ensoleillé et écrasant. Je suis arrivé avec 2 valises, un oreiller et un carnet rempli de croquis de pièces que je n'avais jamais eues, de larges fenêtres, une lumière douce, une table où tout le monde avait une place. Mon premier soir en résidence universitaire, j'ai mangé des nouilles instantanées près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville clignoter en contrebas. Je me sentais seul, mais aussi purifié,
comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de réinitialisation de ma vie. Les études étaient dures. Entre les cours et les petits boulots, j'ai appris que le génie signifiait peu de choses quand votre estomac gargouillait pendant les critiques de projet. Je travaillais comme assistante dans un atelier de meubles, nettoyant les bacs à peinture, balayant les sols, et finalement, dessinant des modèles pour de petites commandes. J'avais toujours des ampoules au bout des doigts. Mais quand je regardais les chaises ou les tables basses finies, des objets que les gens touchaient et avec lesquels ils vivaient, je ressentais un sentiment de pouvoir tranquille. Je transformais des chutes de bois, des rebuts, en quelque chose qui avait un but. Et dans ce processus, je me reconstruisais moi-même. Pendant ma 2e année, j'ai découvert les logiciels de conception 3D et j'ai passé des nuits à apprendre les techniques de rendu sur un vieil ordinateur portable qui surchauffait toutes les heures. J'ai pris des contrats en freelance en ligne, des rénovations de salles de bain, des réaménagements de petits appartements, même l'agencement d'un café pour un client à Lyon. La paie couvrait à peine le loyer, mais chaque projet m'apprenait quelque chose de nouveau sur la texture, la couleur ou la lumière. Mes professeurs disaient souvent que mes créations semblaient personnelles, sans savoir pourquoi. La vérité, c'est que chaque dessin venait de la même blessure. Je concevais des espaces où les gens ne se sentiraient jamais comme des étrangers. L'argent était toujours un problème. Je partageais un studio à Montreuil avec 2 camarades de classe et je dormais souvent sur un canapé lit couvert de papier calque. Il y avait des nuits où je m'endormais en plein croquis, le crayon encore à la main, le réveil sonnant à 5 heures du matin pour que je puisse arriver à l'heure à mon stage sur un chantier. Le week-end, je travaillais dans un café pour pouvoir m'acheter du matériel. Parfois, je mangeais les croissants restants après la fermeture en me disant que ça avait le goût de l'ambition. L'épuisement était constant, mais il y avait une étrange beauté là-dedans. Chaque jour était comme une nouvelle planche ajoutée au pont qui m'éloignait de la version de moi-même qui s'asseyait dans un coin lors des dîners de famille. En dernière année, j'ai décroché un stage dans une petite entreprise de rénovation. Il se spécialisait dans la transformation de vieilles maisons négligées en habitat moderne et fonctionnel, exactement le genre de travail qui me parlait. J'ai appris l'intégrité structurelle, les matériaux durables et les manières subtiles dont la lumière naturelle peut changer l'ambiance d'un espace. J'ai tout absorbé. Mon superviseur m'a dit un jour, vous voyez les bâtiments comme certaines personnes voient les gens. Vous cherchez d'abord la blessure. Je ne l'ai pas corrigé. Il avait raison. Après mon diplôme, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai loué un minuscule studio à Pantin. À peine assez de place pour un lit et une table à dessin. Les murs étaient fissurés, le plafond fuyait quand il pleuvait, mais c'était à moi. J'ai commencé à prendre de petits projets privés, redessiner des cuisines, rénover des meubles, optimiser le rangement dans des appartements exigus. Ma première cliente était une infirmière à la retraite qui voulait transformer le bureau de son défunt mari en atelier d'art. J'ai passé des semaines à restaurer de vieux placards et à peindre les murs d'un bleu gris pâle. Quand elle est entrée et a murmuré, c'est comme respirer à nouveau, j'ai pleuré dès qu'elle est partie. C'était la première fois que quelqu'un disait quelque chose qui ressemblait à de l'amour, même si ce n'était pas intentionnel. Mes parents ne comprenaient rien de tout cela. Ils appelaient encore de temps en temps, demandant toujours des nouvelles de Sophie en premier. Elle vient d'avoir une promotion, s'extasiait maman. Vous devriez vous parler. Peut-être qu'elle peut t'aider à développer ton réseau. Quand je mentionnais mes projets, il y avait une pause. Puis venait le même ton que je ne connaissais que trop bien, la décoration d'intérieur, c'est un passe-temps si délicat, mais assure-toi de trouver quelque chose de stable. Et as-tu entendu dire que Sophie pourrait bientôt acheter un appartement? J'ai appris à faire des mises à jour courtes. Je vais bien. Le travail va bien. Puis je raccrochais avant qu'il ne puisse me demander si je sortais avec quelqu'un ou si je prévoyais de revenir. Mais pendant qu'il parlait de stabilité, je construisais quelque chose de plus solide qu'il ne pouvait l'imaginer. À 24 ans, j'avais économisé assez pour ouvrir un petit studio de design et de construction dans un entrepôt reconverti. Je l'ai appelé Seconde Forme, un clin d'œil à l'idée que tout, même les choses brisées, méritait une seconde vie. Nous nous sommes spécialisés dans la restauration d'espaces oubliés. De vieilles granges transformées en café, des murs d'appartements fissurés renaissant avec la lumière. La plupart de nos meubles provenaient de bois de récupération, ce que les autres jetaient, nous le transformions. Chaque vis et chaque poutre portait un murmure de la remise où je m'étais autrefois caché. Ce n'était pas glamour. Je transportais des planches, gérais des budgets, rencontrais des clients dans des vestes d'occasion et dormais sur le canapé de mon bureau quand les délais approchaient. Mais lentement, le bouche à oreille a fonctionné.
Les gens aimaient la sincérité de ce que nous construisions. Ils disaient que mes espaces donnaient l'impression d'être chez soi. Et peut-être était-ce parce que je cherchais encore le mien. Un soir, après avoir livré un projet terminé, la rénovation d'une petite cabane de plage, je suis rentré en voiture par la route côtière, les fenêtres baissées. La mer était noire et infinie, le clair de lune scintillant sur les vagues. Je me souviens avoir pensé, voilà l'odeur de la liberté, le sel et la sueur. Et pourtant, sous la fierté, il y avait toujours cette douleur, cet espoir tranquille qu'un jour mes parents verraient ce que j'avais créé et diraient qu'ils étaient fiers. Mais chaque appel téléphonique me rappelait que leur cœur était toujours ailleurs. Sophie vient d'acheter sa première maison, a dit maman un soir. Elle est si mature pour son âge. J'ai souri dans le silence. C'est super, ai-je répondu. Peut-être qu'un jour elle m'engagera pour la décorer. Maman a ri légèrement, ne réalisant pas que je le disais à la fois comme une blague et un souhait. Après l'appel, j'ai regardé mes plans éparpillés sur la table, des projets qui portaient les noms de clients, pas le mien, et j'ai pensé, peut-être qu'il est temps que je construise quelque chose qui soit vraiment à moi. Cette pensée allait finalement devenir la graine de ma villa, la maison que je n'avais jamais eue, mais que j'avais toujours imaginée. Celle qui se tiendrait sur une falaise et regarderait directement l'horizon, à l'abri de toute comparaison ou exclusion. Mais à l'époque, je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est qu'à partir de débris et de solitude, j'avais appris à transformer le bois en beauté et le vide en forme. J'avais assez construit pour survivre. Il était maintenant temps de construire quelque chose pour vivre. Cela a commencé comme un simple désir silencieux, un murmure qui me visitait chaque fois que je finissais de concevoir une maison pour quelqu'un d'autre. Chaque fois qu'un client entrait dans son espace fraîchement rénové et disait « J'ai enfin l'impression d'être chez moi », je ressentais un pincement au cœur. Car peu importe le nombre de maisons que je créais pour les autres, je n'en avais pas vraiment une pour moi. Pas un appartement en location, pas un canapé emprunté, mais quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Un endroit que personne ne pourrait m'enlever, que personne ne pourrait me dire que je ne méritais pas. Ce désir m'a mené vers le nord, le long de la côte atlantique, jusqu'à ce que je trouve une falaise balayée par les vents près de Ploumanacach, en Bretagne, où la terre plongeait à pic dans l'océan rugissant. La propriété n'avait rien de glamour la première fois que je l'ai vue. Une chaumière battue par les intempéries se tenait de travers près du bord, sa peinture s'écaillant, ses fenêtres embuées de sel. La plupart des gens auraient tourné les talons à la vue des poutres corrodées et des fondations fissurées, mais je suis resté là, mes bottes s'enfonçant dans le sol humide, et j'ai pensé, c'est ici. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête, brut, oublié, attendant quelqu'un qui pourrait voir le potentiel sous la rouille. L'agent immobilier n'arrêtait pas de s'excuser pour l'état des lieux, mais je l'entendais à peine. J'imaginais déjà des murs de verre s'ouvrant sur la mer, l'odeur du cèdre, le bruit des vagues résonnant dans un espace ouvert. J'ai signé les papiers cette semaine-là. Cela m'a coûté presque tout ce que j'avais, mais je m'en fichais. Pour la première fois, le mot maison ne ressemblait pas à un rêve. Une fois les permis obtenus, le vrai travail a commencé. Je voulais que chaque centimètre de la villa incarne la résilience, pas seulement la beauté. Alors, je l'ai mise à nu, ne gardant que les fondations en pierre et une poignée de poutres d'origine qui avaient résisté à 40 ans de tempête. Mon concept était simple, force et transparence. J'ai conçu une façade en verre face à l'Atlantique, pour que l'horizon soit toujours en vue. La structure respirerait avec la mer, ouverte par temps calme, hermétiquement fermée lorsque les vents se déchaîneraient. L'îlot de cuisine a été taillé dans une seule dalle de pierre volcanique, d'un gris foncé avec de fines veines argentées qui captaient la lumière du matin. Un escalier flottant en acier noir montait en spirale, ancré par des tiges cachées dans le mur, chaque marche mesurée et soudée à la main. Le long de la terrasse, j'ai installé des panneaux de verre coupe-vent qui donnaient l'impression que le ciel lui-même se prolongeait dans l'océan. J'ai engagé des artisans locaux du village voisin, des hommes burinés qui connaissaient le rythme des tempêtes mieux que n'importe quel entrepreneur de la ville. Il y avait Pascal, le charpentier aux cheveux poivrés sel et au rire grondant comme le tonnerre, qui m'a appris à renforcer les poutres contre le vent marin. Lydia, une tailleur de pierre dont la famille travaillait les falaises bretonnes depuis des générations, a sculpté les corniches extérieures à main nue avec une concentration inébranlable. Et Michel, un ingénieur en structure spécialisé dans les constructions en bord de mer, a conçu un système de fondation capable de résister même à la corrosion saline. Ensemble, nous avons travaillé sous la pluie, le vent et le froid mordant, nos bottes glissant sur la boue tandis que les goélands tournoyaient au-dessus de nos têtes. J'étais là tous les jours.
Je ne suis jamais resté en retrait avec un presse-papier comme le font la plupart des clients. J'étais sur l'échafaudage, vérifiant les joints d'étanchéité, ponçant les boiseries, sentant le grain des planches de cèdre avant de les approuver. Chaque charnière de porte, chaque robinet, chaque carreau était quelque chose que j'avais personnellement touché. Lorsque les installateurs m'ont demandé si je voulais du silicone standard ou de qualité marine pour les fenêtres, j'ai choisi le second, plus cher, mais plus efficace contre les dommages du sel. Une nuit, le vent a soufflé si fort que je suis resté sur le site, lampe de poche à la main, vérifiant chaque joint le long des murs de verre pour m'assurer qu'aucune pluie ne s'infiltrait. J'aurais pu rentrer chez moi, mais d'une manière étrange, j'étais déjà chez moi. Les nuits étaient longues et froides. Parfois, je m'asseyais seul sur le balcon à moitié fini, une couverture enroulée autour de mes épaules, contemplant l'étendue noire et infinie de l'Atlantique. L'odeur de sel et de bois humide emplissait l'air. Cela me rappelait la remise de mon enfance. Sauf que maintenant, les pièces que j'assemblais étaient celles de ma vie. J'ai pensé à comment, dans cette petite ville du centre, j'avais été invisible. Et ici, avec rien d'autre que l'océan et le vent comme témoins, j'étais enfin visible, du moins à mes propres yeux. Au bout de la 3e année, la villa était terminée. L'inspection finale s'est déroulée sans une seule remarque. Je me souviens d'avoir marché pieds nus dans le couloir fini ce premier matin. Le sol était frais sous mes pieds. La lumière du soleil se déversait à travers le verre, se dispersant en éclats dorés sur les murs. La mer s'étendait à l'infini, argentée et sauvage. Chaque coin respirait le calme et l'intention. Les poutres en cèdre, la cheminée en pierre, la table en noyer lisse dans la salle à manger. J'ai placé ma vieille table faite à la main, celle de la remise de mon enfance, dans le bureau, restaurée et poncée. C'était mon rappel. C'est ici que la fille invisible de la campagne avait atterri. Je n'ai rien dit à ma famille. Ni sur l'achat, ni sur la construction, ni même sur l'achèvement. Si je l'avais fait, ils auraient trouvé un moyen de le déformer pour que cela concerne Sophie. Elle a dû avoir de l'aide, dirait-il. Peut-être que Sophie l'a inspiré. Je n'étais pas prête à les laisser souiller quelque chose de sacré, alors je n'ai rien dit à personne. Mes collègues pensaient que c'était un projet de retraite privée pour un client. Mes amis savaient seulement que je disparaissais sur la côte chaque week-end. Dans le silence du secret, je me sentais libre. Un après-midi, alors que je prenais les dernières photos pour mon portfolio, un producteur de l'émission Demeure d'exception m'a contacté. Ils avaient vu quelques-unes de mes publications avant-après en ligne et voulaient présenter l'une de mes transformations dans un épisode spécial sur l'architecture côtière. J'ai hésité au début. L'exposition n'était pas quelque chose que je recherchais. Mais j'ai ensuite réalisé que c'était une opportunité de rendre hommage à l'histoire de la maison elle-même. J'ai donc accepté à une condition, pas de nom, pas de détails personnels. L'équipe est arrivée cet été-là, installant drone et caméra, capturant chaque détail. La façon dont la lumière du soleil ondulait sur le verre face à l'océan, le savoir-faire des poutres, le minimalisme serein de la cuisine. Pendant les interviews, quand ils m'ont demandé ce qui m'avait inspiré, j'ai souri et dit, je voulais construire un endroit où tout le monde a une vue sur l'horizon, pas seulement les gens assis en bout de table. Ils ont hoché la tête, sans comprendre les couches de sens derrière ces mots. Une fois le tournage terminé, l'équipe m'a remercié, promettant que l'épisode serait diffusé d'ici la fin de l'année. Alors que les camions s'éloignaient, je me suis tenu sur la terrasse, écoutant les derniers échos de leur voix se fondre dans le vent marin. La villa était de nouveau silencieuse, baignée par la lumière orangée du soleil couchant. J'ai pressé ma main contre le mur de verre. J'ai senti la fraîcheur de la surface et j'ai murmuré à personne en particulier, c'est à moi. Cette nuit-là, une tempête s'est levée. Les vagues se sont écrasées violemment contre les rochers en contrebas, projetant du sel dans l'air, le vent hurlant comme un chœur de fantômes. Je suis resté éveillé, passant d'une pièce à l'autre, vérifiant les joints et les scellés, traçant les bords du silicone qui maintenait le verre ferme contre la pression. Tout ce que j'avais construit a tenu bon. Et quelque part entre le rugissement de la mer et les battements de mon cœur, j'ai réalisé que pour la première fois, je n'avais pas peur d'être seul. Parce que maintenant, la solitude n'était pas une punition. C'était la preuve que j'avais enfin créé un foyer que personne ne pourrait m'enlever. Le message est arrivé un jeudi matin alors que je disposais la livraison finale des couverts pour la villa. L'air sentait légèrement le sel de mer et le vernis, cette odeur propre et pleine d'attente qui précède toujours le début de quelque chose de nouveau. Mon téléphone a vibré sur le comptoir en marbre.
Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que je voie le nom de ma mère s'afficher à l'écran. On ne viendra pas à ta crémaillère, ta sœur vient d'emménager aussi. On fait ça en petit comité. J'ai lu le message 2 fois, puis une fois de plus, comme si les mots pouvaient se réorganiser en quelque chose de bienveillant. Ils ne l'ont pas fait. Mon pouce a plané sur le clavier un instant avant que je ne tape 2 mots, pas de problème. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai écouté les vagues se briser contre les falaises en contrebas. Pendant un long moment, je suis resté là, à regarder l'horizon, ressentant la même douleur sourde qui m'avait suivi toute ma vie, la douleur d'être discrètement écarté. Mais cette fois, le sentiment ne m'a pas consumé. Il m'a clarifié. J'ai réalisé, avec un calme surprenant, que j'en avais fini d'attendre la permission de célébrer ma propre vie. Cet après-midi-là, j'ai ouvert ma liste de contacts et j'ai commencé à la faire défiler. Un par un, j'ai appelé des gens qui avaient été mis de côté de petites manières familières. Mes cousins, qui étaient toujours exclus des invitations de Noël. Mon amie d'université, Rachel, dont les propres parents avaient manqué sa remise de diplôme. La voisine plus âgée de mon ancien appartement qui passait les vacances seule depuis son divorce. Pendant des années, nous avions tous vécu en marge des histoires des autres, en prétendant que ça ne faisait pas mal. Maintenant, je voulais leur offrir quelque chose de différent, une soirée où personne ne serait assis au bout de la table. Les appels ont commencé maladroitement. Une fête, a demandé Rachel, à moitié en riant. Je ne te pensais pas du genre fêtarde. J'ai souri, regardant la lumière du soleil scintiller sur le mur de verre. Pas une fête, ai-je dit. Un dîner. De la vraie nourriture, de vraies personnes, sans faux semblants. Samedi soir, chez moi. Elle a hésité. Où est chez toi exactement? Je lui ai dit que c'était sur la côte, une petite retraite que j'avais construite. Elle n'avait pas besoin de savoir pour l'instant que c'était une villa de 6 millions d'euros présentée à la télévision nationale. Je voulais qu'elle et tous les autres viennent pour la bonne raison, pour avoir leur place. En moins d'une heure, la nouvelle a commencé à se répandre. Mon cousin Élie a répondu par SMS presque instantanément, un dîner qui ne tourne pas autour des enfants prodiges. Compte sur moi. Tante Marianne a appelé pour dire qu'elle n'avait pas vu la famille réunie depuis des années, et qu'elle préparait sa fameuse tarte au citron si je promettais qu'il y aurait une place pour elle à la table principale cette fois. Il n'y a qu'une seule table, lui ai-je dit. Et tout le monde y est assis. Le soir venu, ma maison tranquille était vivante de mouvement. J'ai sorti un carnet et j'ai commencé à dessiner des plans comme je le faisais pour les projets de mes clients. Mais cette fois, le plan était pour un sentiment. J'ai écrit des titres, menu, musique, chambre, invité. Sous menu, j'ai listé des plats qui évoquaient la chaleur, poulet rôti aux herbes, risotto aux champignons sauvages, pain frais du boulanger local, gâteau au miel. Sous musique, du jazz doux et de la guitare acoustique. Sous chambre, j'ai noté le nom de chaque invité à côté d'une chambre, Rachel et son mari dans l'aile ouest, tante Marianne dans la suite avec vue sur la mer, Élie dans la chambre d'amis près de la bibliothèque. Chaque espace accueillerait quelqu'un qui avait un jour été amené à se sentir de trop. J'ai appelé la chef du village, une femme aimable nommée Marguerite, qui avait assuré le service traiteur pour l'un de mes lancements de rénovation. Quand je lui ai expliqué ce que je voulais, elle a dit doucement, « Vous n'organisez pas juste un dîner, n'est-ce pas ?» J'ai ri doucement. « Non, ai-je dit. Je construis une nouvelle table. » Au cours des 2 jours suivants, les préparatifs se sont déroulés comme une chorégraphie. J'ai commandé du linge de maison frais en crème et gris doux, disposé des fleurs sauvages de la colline dans des vases en céramique faits à la main, et placé des marque-places à chaque siège, écrits à la main, élégants, tous de la même taille. Il n'y avait pas de table pour enfants, pas de hiérarchie. Chaque assiette, chaque chaise avait un espace égal. Quand la longue table en chêne s'est finalement étendue à travers la grande salle, polie et brillante sous les lustres, je me suis reculé et j'ai vu ce que j'avais essayé de construire toute ma vie. Ce n'était pas seulement une table dressée. C'était la preuve que l'inclusion pouvait être conçue, que l'appartenance pouvait avoir une forme, une lumière et un parfum. Vendredi soir, alors que les dernières livraisons arrivaient, je me suis assise près du feu avec une tasse de thé, passant en revue ma liste une dernière fois. 15 invités confirmés. 15 personnes qui, comme moi, avaient passé des années à regarder les autres être célébrés pendant qu'elles restaient en arrière-plan. Je les imaginais franchir les portes demain. Les rires, le tintement des verres, la lueur du feu se reflétant sur leurs visages. Cette pensée m'a rempli d'une chaleur stable,
une sorte de paix qui n'avait besoin de l'approbation de personne pour exister. Dehors, les vagues se brisaient fort contre les rochers, et le vent faisait vibrer les vitres. J'ai regardé l'espace que j'avais créé. Des murs de cèdre, des sols en pierre polie, le doux murmure de l'océan au-delà. Chaque coin racontait la même histoire. Parfois, quand votre famille vous laisse assez longtemps en dehors de sa table, vous apprenez à en construire une vous-même, plus longue, plus forte et assez large pour tous ceux qui savent ce que c'est que d'être oublié. J'ai pris mon téléphone une dernière fois cette nuit-là, non pas pour faire défiler ou vérifier les messages, mais pour envoyer un unique SMS groupé, samedi, 18h. Dîner à la villa. Venez affamés. Venez comme vous êtes. Personne ne reste sur la touche cette fois. Puis j'ai retourné le téléphone, soufflé la bougie et laissé la maison sombrer dans le silence. La mer continuait de rugir dehors, mais à l'intérieur, pour la première fois de ma vie, tout semblait prêt. Pas pour l'approbation, pas pour le spectacle, mais pour l'appartenance. Le lendemain matin, la villa s'est animée dans un rythme tranquille de préparation. Le ciel extérieur était couleur d'étain, des nuages bas se déplaçant sur l'océan, et le bruit des vagues s'infiltrait doucement dans la maison par les portes vitrées entr'ouvertes. L'air salin se mêlait à la légère odeur de cèdre des planchers, et en marchant pieds nus sur les carreaux de pierre frais, j'ai ressenti cette quiétude rare avant un rassemblement, comme si le monde retenait son souffle. J'ai commencé par la décoration. La longue table en chêne faisait face à la mer, s'étirant parallèlement à l'horizon. J'ai passé la main sur sa surface, sentant chaque grain et chaque rainure, puis j'ai déroulé les chemins de table en lin que j'avais choisis dans un petit atelier de Rennes. Le tissu était brut mais élégant, d'une couleur sable chaud qui reflétait la plage en contrebas. J'ai placé de simples assiettes blanches, des couverts en argent poli et des verres en cristal qui captaient la lumière de fin de matinée comme des gouttes d'eau. Chaque couvert avait un marque-place écrit à l'encre graphite douce, mon écriture, soignée et régulière. La pièce maîtresse était une cascade d'eucalyptus blanc et de branches d'olivier entrelacées de brins de lavande séchée. Le parfum était subtil, propre, avec un murmure de terre. Dehors, sur la terrasse, Thomas, l'homme à tout faire du village, était en train de tendre des centaines de minuscules ampoules dorées entre les poutres, les drapant le long de la balustrade qui encadrait la vue sur les falaises. Au crépuscule, elles brilleraient comme des étoiles prises dans un filet. Assez bas pour qu'on puisse danser dessous, lui ai-je dit, et il a souri, ajustant la hauteur jusqu'à ce que je hoche la tête. J'ai ajouté des bougies au sel de mer dans des bocaux en verre, leurs mèches nouées avec de la ficelle, et je les ai placées le long du chemin menant du portail d'entrée à la grande salle. L'odeur, un mélange de brise marine et de bois de santal, accueillerait les invités avant même qu'ils n'entrent. À l'intérieur, je suis allé de pièce en pièce, personnalisant chaque espace comme je le faisais pour mes clients. Sauf que cette fois, il ne s'agissait pas d'esthétique. Il s'agissait de mémoire, de soins et de reconnaissance. Je voulais que chaque personne qui entrait se sente discrètement vue. Dans la chambre d'Amiet, j'ai laissé une pile de romans classiques à côté du lit de tante Marianne, Orgueil et Préjugés, les 4 filles du docteur March. Elle m'avait dit un jour qu'elle lisait quand elle n'arrivait pas à dormir, que les histoires la faisaient se sentir moins seule. Sur la table de chevet, j'ai placé une petite carte qui disait « Pour la femme qui m'a appris que la force tranquille compte aussi ». Dans la chambre d'amis, j'ai déballé le set de Lego sur le thème de l'océan que j'avais commandé navire, dauphin, petit plongeur et je l'ai disposé soigneusement sur le sol pour que les enfants de Rachel le voient dès leur entrée. Je pouvais déjà imaginer leur rire résonnant dans le hall, leurs petites mains construisant quelque chose de nouveau. Pour ma grand-mère, dont l'arthrite l'empêchait de trop marcher, j'ai choisi la suite confortable près de la cheminée. J'ai préparé une carafe de sa tisane préférée camomille au miel et à la menthe et l'ai laissée à côté d'une écharpe en laine que j'avais trouvée en ville, gris cendré et douce comme un soupir. Sur la note, j'ai écrit « Pour que tu puisses rester au chaud en regardant les vagues ». Même mon oncle Raymond, qui parlait rarement et se plaignait toujours du froid, avait une place préparée. Sur sa chaise, j'ai drapé un plaid bleu marine tricoté à la main, épais et rêche, du genre qui portait l'odeur de la pluie et de la laine. Ce n'étaient pas des gestes extravagants. C'étaient des assurances silencieuses, la preuve que tout le monde ici comptait. À midi, la cuisine s'est emplie de vie. Marguerite, la chef que j'avais engagée, est arrivée avec 2 assistants et des caisses de produits frais du marché des agriculteurs. Huîtres, palourdes, saumon sauvage, thym, romarin et une miche de pain au levain encore chaude du four. La cuisine ouverte de la villa était conçue autour du foyer, comptoir en granit noir, un long îlot en noyer, des casseroles en cuivre suspendues à des crochets qui brillaient comme des pièces de monnaie.
Marguerite a déballé ses couteaux avec révérence et s'est mise au travail. Bientôt, l'air fut envahi par l'odeur de beurre et d'ail grésillant, le bruit d'une louche remuant une chaudrée de fruits de mer, le crépitement occasionnel de l'huile du saumon sur planche de cèdre rôtissant sur la flamme. Cette cuisine a été faite pour le réconfort, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Pas pour le spectacle. J'ai souri. C'était exactement mon intention. Pendant que la cuisine bourdonnait, les deux musiciens que j'avais invités sont arrivés, un guitariste nommé Lucas et une violoniste nommée June, tous deux locaux. Ils portaient leurs instruments avec soin, leurs étuis humides de brume marine. Jouez ce qui vous semble être chez vous, leur ai-je dit. Pendant qu'ils s'accordaient, des notes douces ont flotté dans l'air, s'enroulant autour du cliquetis des casseroles et du fracas rythmé des vagues à l'extérieur. La combinaison a créé quelque chose d'imprévu mais de magnifique, une sorte de symphonie vivante. Pendant ce temps, l'équipe de tournage de Demeure d'exception s'installait à l'extérieur. Ils étaient revenus pour filmer quelques derniers plans pour le reportage, des images d'ambiance pour capturer la villa dans sa lueur habitée. J'avais accepté, principalement parce que je voulais que l'histoire de la maison se termine comme elle avait commencé, non pas comme un monument d'architecture, mais comme un espace rempli de vie. Le directeur de la photographie s'est accroupi près de la terrasse pour capturer le reflet des lumières dans la vitre. Un autre a ajusté le drone planant au-dessus de la terrasse, son objectif balayant le flanc de la falaise où l'océan s'étendait, infini et bleu. J'ai regardé en silence pendant qu'il filmait, la caméra capturant des détails que je n'avais pas remarqués auparavant. La façon dont le lin flottait dans le vent, la douce lueur du chemin de table, le scintillement des bougies attendant d'être allumées. Quand ils ont demandé à me filmer en train de préparer le dîner, j'ai accepté à une condition. Pas de dialogue, juste les mains. Ils m'ont donc suivi pendant que je plaçais les marque-places, ajustais les bougies, lissais un pli sur le chemin de table. L'objectif a capturé de petites choses. Mes bracelets scintillant au soleil, une mèche de cheveux balayant mon visage alors que je me penchais sur la table, mes doigts traçant le bord d'un verre à vin pour l'aligner avec l'assiette. Parfait, a murmuré l'un d'eux. Je n'ai pas souri pour la caméra. J'ai souri pour moi-même. En fin d'après-midi, le vent a tourné. Il portait un souffle plus frais, sentant le sel et la pluie lointaine. Le soleil a percé les nuages, déversant de l'or sur les falaises. La lumière a rempli la grande salle, dansant sur les sols, s'accrochant à chaque verre et surface polie. La villa paraissait vivante, non pas impeccable, non pas mise en scène, mais chaleureuse et respirante. Je suis sorti sur la terrasse pieds nus, mes cheveux fouettant mon visage. De là, la longue table semblait flotter au-dessus de la mer, les bougies vacillant contre l'horizon infini. À l'intérieur, Marguerite goûtait la chaudrée. Lucas grattait de doux accords de guitare, et le violon de June tissait sa mélodie dans l'air comme de la soie. Le son était tendre, nostalgique, du genre qui vous donne envie de vous arrêter en plein mouvement juste pour écouter. Je me suis appuyé contre l'embrasure de la porte, inhalant profondément, beurre, sel, eucalyptus, fumée de cèdre. Les parfums se superposaient jusqu'à devenir inséparables, comme les morceaux d'un long souvenir. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 17h15. Les premiers invités ne tarderaient pas à arriver. Tout, les lumières, la musique, la table, étaient prêts. Mais plus que cela, j'étais prête. J'avais passé des années à préparer des espaces pour que d'autres personnes s'y sentent à leur place. Maintenant, enfin, j'en avais construit un pour moi et pour tous ceux à qui on avait un jour dit qu'ils n'avaient pas leur place. Alors que les derniers rayons du jour s'étiraient sur le sol, j'ai marché lentement à travers la villa, passant ma main le long du dossier de chaque chaise, redressant une dernière fourchette, ajustant le tombé des rideaux. Puis, je me suis arrêté devant le large mur de verre face à l'océan. Dehors, le ciel commençait à passer de l'or au lilas. Je pouvais entendre le faible ronronnement d'un moteur sur la route sinueuse en contrebas, la première voiture approchant. Les lumières le long de la terrasse se sont allumées, brillant comme une traînée d'étoiles menant en haut de la colline. J'ai expiré une profonde et lente respiration, du genre que l'on prend juste avant que quelque chose ne change pour toujours. Et à ce moment-là, entouré par l'odeur de sel et de bois, le doux son des vagues et la promesse de pas se rapprochant, j'ai réalisé que je n'étais pas nerveuse. Je ne cherchais pas l'approbation. J'étais simplement prête à ouvrir les portes. Parce qu'il ne s'agissait pas de montrer ce que j'avais construit. Il s'agissait de pour qui, enfin, je le construisais. Vers 18h, les premiers phares ont serpenté sur la route côtière, des faisceaux dorés perçant le crépuscule violet. L'air extérieur était vif, sentant le sel et le pain.
Je me tenais près des portes d'entrée, leur cadre en acier noir captant le doux reflet des guirlandes lumineuses au-dessus de la terrasse. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas d'approbation ni ne prétendais ne pas me soucier si quelqu'un ne venait pas. Je me sentais simplement solide. Un SUV argenté s'est arrêté lentement dans l'allée en gravier. La porte arrière s'est ouverte avant même que le moteur ne se taise. Deux jeunes enfants en ont bondi, criant l'un par-dessus l'autre, leur voix vive et sauvage contre le murmure de l'océan. « Camille » ont-ils crié. Les enfants de Rachel. Je ne les avais pas vus depuis des années, mais ils ont couru droit vers moi comme si le temps n'avait pas passé. « C'est ta maison » a demandé le petit garçon, les yeux écarquillés, en regardant vers le mur de verre qui s'ouvrait sur la mer. J'ai souri et me suis agenouillé à sa hauteur. « La nôtre, ce soir » ai-je dit. « Tu verras. » Derrière eux est arrivée Rachel, portant une bouteille de vin dans une main et ses chaussures dans l'autre, son mari la suivant avec des sacs de biscuits faits maison. « Tu ne nous avais pas dit que c'était comme ça » a-t-elle dit, jetant un coup d'œil à la villa, sa voix mêlée d'admiration et d'incrédulité. « C'est magnifique, Camille. » J'ai haussé les épaules en souriant. Je voulais juste un endroit où tout le monde pourrait respirer. D'autres voitures ont suivi. Le cousin Élie est arrivé ensuite, amenant sa petite amie et sa mère, tante Marianne, qui portait un épais manteau de laine et tenait sa tarte au citron enveloppée dans un torchon. « J'ai fait la pâte 2 fois, a-t-elle dit fièrement alors que je la prenais de ses mains. Elle se casse toujours la première fois. Elle est entrée et s'est figée, regardant la grande salle qui brillait sous les suspensions lumineuses. « Mon Dieu » a-t-elle murmuré. « Tu as construit ça » J'ai hoché la tête. Elle a pressé sa main contre son cœur, ses yeux doux. « Ta mère n'en a aucune idée, n'est-ce pas » a-t-elle demandé doucement. « Non » ai-je dit. « Et ce n'est pas grave. » Dans la demi-heure qui a suivi, la villa s'est remplie de rires, de bruits de pas, du doux pop des bouchons de champagne. Les enfants ont découvert la piscine à débordement qui se fondait parfaitement dans le bord de la falaise. « On dirait qu'elle va tout droit dans l'océan » a crié l'un d'eux. Je les ai avertis de ne pas s'approcher du bord, mais j'ai secrètement souri de leur émerveillement. D'autres se sont dirigés vers les marches en pierre menant à la plage, leurs chaussures crissant légèrement sur le chemin de gravier alors que le ciel passait du lavande au bleu indigo profond. À l'intérieur, les musiciens avaient commencé à jouer, le doux grattement de la guitare de Lucas et la plainte douce et poignante du violon de June se mêlaient au rythme des vagues à l'extérieur. Ce n'était pas de la musique de fond. C'était une conversation dans une autre langue, que tout le monde semblait comprendre. À l'arrivée de chaque invité, je les ai personnellement conduits à leur chambre. Je voulais qu'ils se sentent vus. Tante Marianne a éclaté de rire en trouvant les romans empilés sur sa table de chevet. « Tu t'en es souvenu » a-t-elle dit, traçant la couverture des 4 filles du docteur March. « Bien sûr » lui ai-je répondu. « C'est toi qui m'as donné mon premier exemplaire. » Dans une autre pièce, ma grand-mère était confortablement assise près du feu, sa tasse de thé fumante à côté d'elle. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ses cheveux argentés brillant d'une lueur orangée dans la lumière du feu. « Tu as bien réussi, ma chérie » a-t-elle dit doucement. « Tu as rendu cet endroit chaleureux. » Ces mots ont atterri quelque part au fond de moi, un endroit qui avait été froid pendant très longtemps. Vers 19h, tout le monde s'est rassemblé autour de la longue table en chêne, qui s'étendait vers la fenêtre panoramique face à l'océan. Les bougies vacillaient, se reflétant sur les verres et l'argenterie, et l'odeur du saumon rôti sur planche de cèdre emplissait l'air. J'avais placé ma grand-mère au centre avec les enfants de chaque côté pour qu'elles puissent tenir leurs petites mains dans les siennes. Il n'y avait pas de bout de table. Chaque siège avait un espace égal, une lumière égale. La table avait été construite pour effacer la hiérarchie dans laquelle j'avais grandi, pas de coin des enfants, pas de place d'honneur qui rendait les autres petits. Alors que nous nous asseyions, les sons de la mer se mêlaient au rire et à la musique. Marguerite a servi la chaudrée fumante dans chaque bol, l'arôme de thym et de crème répandant une chaleur dans l'air. J'ai levé mon verre la première, non pas pour porter un toast à la réussite ou au succès, mais à quelque chose de plus simple. Merci, ai-je dit. Juste 2 mots au début. La pièce s'est calmée. Le violon fredonnait doucement derrière moi. J'ai regardé autour de moi Rachel, Élie, le doux sourire de ma grand-mère, les enfants balançant leurs jambes sous la table. Merci d'être venu, d'être là, d'être le genre de personne qui rendent le monde plus doux juste en s'asseyant. Tante Marianne a tamponné ses yeux avec sa serviette. Rachel a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Et pendant un bref instant,
la villa n'a plus semblé être une maison. Elle ressemblait à un battement de cœur, un rythme unique et régulier qui nous tenait tous ensemble. Le dîner s'est déroulé lentement, comme une histoire qu'on raconte. Entre les bouchées et les rires, de vieux souvenirs ont refait surface. Tante Marianne a raconté un nouvel an où, jeune, elle et ma mère avaient été envoyées manger à la cuisine avec les enfants car il n'y avait pas assez de place à la table principale. Je me suis promis cette nuit-là, a-t-elle dit, la voix tremblante, que si j'organisais un jour un dîner, il y aurait une chaise pour tout le monde. Elle a souri à travers ses larmes. Tu l'as fait pour moi ce soir, Camille. Tu as fait de la place. Rachel s'est penchée en arrière sur sa chaise, un verre de vin à la main, et a dit, mes parents ont manqué mon dîner de remise de diplôme. Ils ont dit que les billets d'avion étaient trop chers. La table est restée silencieuse un moment. Puis elle a ri doucement, non pas avec amertume, mais avec soulagement. Maintenant, je pense que j'étais peut-être destiné à finir ici à la place. Les enfants se sont mis à fredonner avec le violon, faisant tinter leur cuillère contre leur verre pour imiter les percussions. Le son était chaotique, joyeux, vivant. Même l'oncle Raymond, qui mangeait habituellement en silence, s'est penché pour raconter à l'un des enfants l'histoire du jour où il a failli se brûler les sourcils en allumant un barbecue. Tout le monde a ri aux larmes. Au moment du dessert, la tarte au citron de Marianne avec de la crème fouettée, je me suis relevé, non pas pour parler, mais juste pour regarder. La lueur des bougies chatoyait sur des visages qui avaient autrefois connu le rejet, brillant maintenant d'un sentiment d'appartenance. Le vent pressait doucement contre le mur de verre, et au-delà, l'Atlantique s'étendait à l'infini, sombre, sauvage et indulgent. Les musiciens sont passés à une mélodie plus lente. Lucas a gratté quelque chose de tendre et June a suivi avec une note aiguë qui flottait comme de la lumière sur l'eau. Ma grand-mère a fermé les yeux, se balançant légèrement, ses mains toujours enroulées autour des doigts du petit garçon. J'ai réalisé alors que le son de leur rire mêlé à la mer et au violon était la plus belle musique que j'ai jamais entendue. J'ai croisé le regard de Rachel de l'autre côté de la table et elle a articulé en silence, « C'est toi qui as fait ça. » J'ai souri en retour, secouant la tête. « C'est nous », ai-je chuchoté. Quand les assiettes ont été débarrassées et que la dernière chanson s'est terminée, j'ai rassemblé tout le monde sur la terrasse pour une photo. Les guirlandes lumineuses brillaient au-dessus de nous, et le vent de l'océan tirait doucement sur nos vêtements. Nous nous sommes tenus proches, 15 personnes qui avaient été autrefois des étrangers dans leur propre famille, maintenant tissées ensemble par quelque chose d'invisible mais de fort. J'ai réglé le retardateur de l'appareil photo, j'ai couru au centre et j'ai passé mon bras autour de l'épaule de ma grand-mère juste au moment où l'obturateur s'est déclenché. La photo a tout capturé. Les rires, la chaleur, la lumière rebondissant sur le verre et les vagues. Plus tard, alors que tout le monde dérivait dans la conversation et la musique, je me suis éloigné un moment et j'ai ouvert mon téléphone. Sans hésiter, j'ai téléchargé la photo de groupe dans la conversation familiale, celle qui était silencieuse depuis des mois, à l'exception de nouvelles occasionnelles sur Sophie. La légende était simple, dîner ce soir. Tout le monde avait une place. Puis j'ai verrouillé l'écran et j'ai posé le téléphone face contre table à côté de mon verre. Le message n'était pas destiné à provoquer. C'était une déclaration de vérité, une déclaration tranquille que j'avais arrêté d'attendre qu'une table soit dressée pour moi. La pièce derrière moi résonnait de rire et de tintements de verre. La nuit sentait les agrumes et le sel. Pour la première fois, la douleur dans ma poitrine n'était pas de la solitude. C'était de la plénitude. Alors que je me tenais sur la terrasse, regardant l'horizon sombre, le vent attrapant des mèches de mes cheveux, j'ai chuchoté les seuls mots qui m'appartenaient vraiment maintenant, ceux qui avaient attendu des années pour être prononcés à voix haute, « Merci d'être venu ». 4 mots, simples et entiers. À l'intérieur, quelqu'un a recommencé une chanson. Le violon s'est élevé, les vagues ont répondu, et la lumière de la villa s'est déversée sur la falaise comme une chaleur refusant de s'éteindre. Cette nuit-là, j'ai enfin compris. Parfois, la guérison n'arrive pas sous forme de grandes excuses ou de justice parfaite. Parfois, c'est une table, une longue table où tout le monde est vu, tout le monde est nourri, et personne n'a plus jamais à s'asseoir dans un coin. Le matin après le dîner, c'était comme si la mer elle-même avait décidé de se reposer. L'air était doux et frais, la marée douce. La lumière du soleil se déversait à travers les murs de verre en fin ruban doré, touchant le bord de la longue table en chêne, encore parsemée de bougies à moitié fondues et de verres vides. Je me suis déplacé pieds nus sur le sol, chaque pas silencieux sur les planches de cèdre. La maison sentait légèrement le citron, l'eucalyptus et les fantômes du festin de la veille.
Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Une notification de la chaîne Demeure d'exception, épisode diffusé ce soir. Renaissance côtière, la villa cachée sur la falaise. J'ai fixé les mots un instant, comme on regarde quelque chose de familier mais irréel. L'équipe de tournage m'avait donné la date de diffusion il y a des semaines, mais je ne m'attendais pas à ce que ça tombe aujourd'hui, moins de 24 heures après le dîner qui avait tout changé. J'ai souri, imaginant mes invités assis à nouveau ensemble. Cette fois, pas à ma table, mais dans leur propre maison, regardant l'histoire de comment tout a commencé. En fin d'après-midi, la villa bourdonnait à nouveau d'énergie. Rachel avait proposé de rester un jour de plus avec les enfants, et Ellie avait annulé son billet de train pour Paris. On ne peut pas manquer la première, avait-il dit, souriant comme un enfant attendant un feu d'artifice. Marguerite est revenue avec des miches de pain au levain supplémentaires et un panier de palourdes pour refaire de la chaudrée, avait-elle insisté. Et Thomas a tendu un drap blanc sur la balustrade de la terrasse, la transformant en un cinéma en plein air improvisé. Au crépuscule, tout le monde s'est rassemblé dehors, enveloppé dans des couvertures, des tasses de chocolat chaud à la main. La mer s'étendait, infinie et noire, au-delà de la terrasse, les vagues scintillant d'argent sous le clair de lune. Lucas a accordé sa guitare une dernière fois et a gratté quelques notes douces avant que l'écran ne s'anime. Le logo de la chaîne brillait contre le tissu, et puis la voilà, ma villa. Le plan de drone s'est ouvert sur la falaise elle-même, l'Atlantique ondulant en dessous comme du verre liquide. La caméra a plongé, traçant la courbe de la côte avant de s'élever vers la maison perchée au-dessus, un éclat de cèdre et de verre, la lumière se déversant de ses fenêtres comme du feu. Tout le monde a eu le souffle coupé. Même s'ils y étaient la veille, la voir sous cet angle la rendait presque mythique. La caméra s'est rapprochée, à travers les larges portes vitrées, dans la grande salle où l'on me voyait arranger de l'eucalyptus sur la table, lissant le chemin de table, mes cheveux attachés lâchement, le soleil traçant des lignes dorées sur le bois. La voix du narrateur a rempli l'air nocturne, lorsque la designer Camille Dubois a entrepris de construire sa villa côtière, elle voulait créer non seulement une maison, mais une table assez longue pour tous ceux qui avaient un jour été laissés sans siège. Rachel s'est tournée vers moi, la bouche légèrement ouverte. Tu l'as dit, n'est-ce pas? Cette phrase exacte. J'ai ri doucement. Je suppose que ça les a marqués. L'épisode alternait entre de larges plans de drone et des gros plans silencieux. Mes mains posant des poignées en laiton sur des tiroirs. Marguerite remuant la soupe dans la cuisine étincelante. Thomas fixant les panneaux de verre contre le vent. Les musiciens accordant leurs instruments. Le montage était cinématographique. Un long plan de moi, debout près de la balustrade au coucher du soleil, la mer devenant en fusion derrière moi. Je pouvais entendre ma propre voix en arrière-plan, enregistrée des mois plus tôt lors de l'interview, j'ai grandi à des tables où certaines personnes étaient célébrées et d'autres simplement tolérées. Je voulais construire un endroit où personne n'aurait à se demander s'il a sa place. Personne n'a parlé pendant un long moment. Le bruit des vagues a rempli le silence. Puis la voix de ma grand-mère, douce mais ferme, c'est ton cœur, Camille, pas seulement ta maison. Alors que l'épisode touchait à sa fin, l'écran a montré des scènes du dîner, des assiettes dressées, des bougies vacillantes, des rires résonnant dans la pièce. La caméra s'est attardée sur les visages. Tante Marianne souriant à travers ses larmes, les enfants construisant des navires en Lego, Ellie grattant sa guitare, ma grand-mère tenant sa tasse de thé fermement. La musique a enflé, et le narrateur a conclu avec une seule phrase qui semblait avoir été écrite pour mon moi plus jeune, parfois, les foyers les plus vrais ne sont pas construits de murs, mais du courage de commencer sa propre table. Le générique a défilé, une douce musique de piano en fond, et la nuit est redevenue silencieuse. Le seul son était celui de l'océan, constant et infini. Puis mon téléphone a commencé à vibrer. Une fois, 2 fois, puis encore. L'écran s'est allumé d'appels successifs. Maman, papa, Sophie. Je l'ai regardé vibrer sur la table comme une chose vivante, désespérée d'être entendue. Rachel s'est penchée plus près. Ça va? J'ai souri faiblement et je l'ai pris, le laissant sonner jusqu'au bout. Ça va, ai-je dit. Juste le passé qui me rattrape. Un autre appel, puis des messages. Les aperçus s'affichaient les uns après les autres. Camille, pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était ta maison à la télé? On vient de voir l'épisode, toute la ville en parle. Ton père dit que le curé en a parlé à la messe. Oh, tu nous as mis dans l'embarras. Tout le monde demande pourquoi nous n'étions pas là. J'ai pris une longue gorgée de chocolat chaud,
la douceur me ramenant sur terre. Mon reflet chatoyait faiblement sur l'écran du téléphone, superposé au flot furieux de notifications. Puis, calmement, j'ai commencé à taper « Je vous ai invité ». Vous avez dit que vous étiez occupé avec Sophie. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai retourné le téléphone sur la table juste au moment où la dernière chanson de l'épisode repassait faiblement dans les haut-parleurs autour de moi. Les autres avaient recommencé à parler, riant de se voir à la télé, plaisantant sur qui était le plus photogénique. Ellie a lancé « La prochaine fois, on mettra des tenues assorties pour le plan de drone ». Tout le monde a ri. La tension dans l'air s'est dissoute, remplacée à nouveau par la chaleur. Mais à l'intérieur, je comprenais exactement ce qui se passait à des kilomètres de là, dans le salon silencieux de la maison de mes parents, où la lumière de la télévision vacillait encore sur leurs visages stupéfaits. Ils n'appelaient pas par amour. Ils appelaient par peur. Peur de ce que les gens penseraient. Peur que pour une fois, l'histoire que toute la ville voyait ne tournait pas autour de Sophie, mais autour de moi. La mer rugissait plus fort en bas des falaises, comme pour faire écho à quelque chose de profond en moi. Cette vieille douleur s'est transformée en une calme certitude. J'avais passé ma vie à essayer d'être vu. Ce soir, il m'avait enfin vu, mais pas parce que je l'avais supplié. Parce que j'avais construit quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Je suis resté à regarder l'horizon noir, les guirlandes lumineuses se balançant doucement au-dessus de moi. Derrière moi, les rires remplissaient à nouveau l'air. L'épisode était peut-être terminé, mais mon histoire ne faisait que commencer. Les appels n'ont pas cessé. Le lendemain matin, mon téléphone bourdonnait encore comme une guêpe piégée, appels manqués, messages vocaux, puis une longue série de SMS de ma mère, alternant entre culpabilité, déni et panique. L'épisode de Demeure d'exception avait explosé pendant la nuit. Des gens de notre ville natale avaient identifié l'emplacement de la villa, partageant des captures d'écran, citant mes phrases sur la construction d'une table où tout le monde a sa place. Ce n'était plus seulement une émission. C'était devenu un miroir auquel ils ne pouvaient pas échapper. À midi, je savais que je ne pouvais plus continuer à les ignorer. Non pas parce que je leur devais une réponse, mais parce que le silence ne protégerait plus la vérité. J'ai d'abord appelé ma grand-mère. Elle avait déjà regardé l'épisode 2 fois et m'avait envoyé un SMS tôt ce matin-là, « Fier de toi, ma chérie. Ne les laisse pas déformer ce qu'ils ont choisi d'ignorer. » Quand elle a répondu, sa voix était calme, presque pleine d'attente. « Ils vont rappeler, » a-t-elle dit, « et quand ils le feront, garde-moi en ligne. » Cela n'a pas pris longtemps. Mon téléphone a sonné, « Maman. » J'ai appuyé sur « Accepter », mis le haut-parleur et l'ai posé sur la table en cèdre du salon. Ma grand-mère s'est assise à côté de moi, sa tasse de thé fumante, ses yeux vifs malgré sa douceur. « Camille, » a commencé ma mère, son ton doux mais tendu. « Nous avons vu l'émission hier soir. Je pense qu'il y a eu un malentendu. » Je n'ai rien dit. J'ai laissé le bruit de l'océan combler le vide. Elle s'est éclaircie la gorge. Tu sais comment fonctionne la télévision. Ils montent les choses pour créer du drame. Ton père et moi avons été choqués par la façon dont ils ont tout présenté. Nous ne t'avons jamais exclu. Ça avait juste l'air comme ça. Et en plus, ta sœur déménageait ce week-end-là. Maman, ai-je interrompu, calmement mais fermement. Vous ne m'avez pas exclu à cause du montage. Vous l'avez fait par SMS. Silence. Je l'ai juste ici, ai-je continué. On ne viendra pas à ta crémaillère. Ta sœur vient d'emménager aussi. C'est ce que tu as écrit. Il n'y a aucune confusion. De l'autre côté, je l'ai entendu expirer. Puis le pivot familier. L'acrobatie émotionnelle que j'avais entendue toute ma vie. Tu déformes encore les choses, Camille. Tu fais toujours paraître les choses pires qu'elles ne l'étaient. Nous voulions juste faire simple. Sophie, elle a été très stressée dernièrement. Tu sais comme elle est fragile. J'ai ri doucement. Non pas avec amertume, juste avec lassitude. Maman, j'ai passé des années à voir à quel point Sophie était fragile. Chaque anniversaire, chaque remise de diplôme, chaque Noël, tout tournait autour d'elle. Vous appeliez ça de l'amour. J'appelais ça de l'invisibilité. C'est injuste, a-t-elle répliqué, sa douceur se fissurant. Tu n'as jamais été invisible. Nous avons toujours été fiers de toi, mais tu n'avais pas besoin d'autant d'attention. Tu étais indépendante, capable.
Nous n'avions pas à nous inquiéter pour toi comme nous le faisions pour Sophie. Et voilà. La plus vieille blessure déguisée en compliment. J'ai regardé ma grand-mère, ses lèvres serrées, tremblant légèrement. Je me suis retourné vers le téléphone. Vous ne vous inquiétiez pas pour moi parce que vous ne me voyez jamais vraiment. Vous appeliez ça de l'indépendance, mais c'était de l'abandon déguisé en louange. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de ma grand-mère a retenti, stable, claire, impossible à ignorer. Judith, a-t-elle dit, son ton lourd de décennies de patience contenue. Arrête. Maman. Non, a dit ma grand-mère, plus sèchement maintenant. Tu as fait ça toute sa vie. Je t'ai vu le faire. Chaque fois que Camille cherchait ton attention, tu la détournais vers Sophie. Chaque fois qu'elle accomplissait quelque chose, tu trouvais un moyen de le minimiser pour que Sophie puisse briller. Tu te disais que c'était de l'équité, mais ce n'en était pas. C'était du favoritisme. Le souffle de ma mère s'est coupé. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, a dit ma grand-mère, sa voix tremblant d'une émotion contenue. Je me souviens de Noël quand Camille avait 14 ans. Elle est restée assise près du sapin toute la matinée sans cadeau pendant que tu lui disais qu'elle était trop vieille pour les jouets. Et cette année où elle a gagné ce concours scientifique. Tu l'as balayée d'un revers de main comme si de rien n'était. Pourtant, tu as organisé une fête pour Sophie parce qu'elle avait intégré l'équipe de danse. Tu penses que je ne m'en souviens pas? Tu penses qu'elle a oublié? De l'autre côté, le silence. Seul le faible bruissement d'un tissu. Ma mère, probablement debout, faisant les 100 pas, essayant de se ressaisir. Ma grand-mère a continué, plus doucement maintenant, mais sans fléchir. Tu as construit ton monde autour du confort de Sophie, pas autour de l'équité. Et maintenant que la vérité a été diffusée aux yeux de tous, tu es embarrassé, pas désolé. Parce que pour la première fois, la ville ne parle pas de la perfection de Sophie. Il parle de la fille que tu as essayé d'oublier. Maman, s'il te plaît. Non, a répété ma grand-mère. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une correction. La blessure ne guérit pas tant que quelqu'un ne la nomme pas. Je suis restée assise, les mains jointes sur mes genoux. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur, de quelque chose de plus profond. Une forme de justification, peut-être, celle qui n'a pas le goût de la vengeance, mais de l'air après des années de suffocation. Ma mère a essayé à nouveau, sa voix tremblante maintenant, plus douce. Je ne voulais blesser personne. Je pensais que ça ne dérangeait pas Camille. Ma grand-mère a soupiré. Ça la dérangeait. Elle a juste appris le silence parce que tu la récompensais de disparaître. Il y eut une pause si longue que je pouvais entendre le faible tic-tac de l'horloge murale. La voix de mon père s'est fait entendre faiblement en arrière-plan, bourrue et défensive. Ça suffit. Nous n'avons rien fait de mal. Nous ne savions pas qu'elle irait aussi loin. Aussi loin, ai-je répété doucement. Vous voulez dire le succès? Ou le fait d'être vu? Il n'a pas répondu. J'ai regardé vers la fenêtre. L'océan était toujours bleu, agité sous le vent. Vous savez, ai-je dit lentement. Je n'ai jamais demandé à être la favorite. Je n'ai même jamais demandé à être célébrée. Je voulais juste une place, une chaise ordinaire où je n'aurais pas à prouver que je mérite de m'asseoir. Pas de réponse. Seul le faible bruit de la respiration. Puis, doucement, ma grand-mère a parlé à nouveau, le mot de la fin. L'équité, a-t-elle dit, n'est pas quelque chose que l'on commence à revendiquer quand le monde regarde. C'est quelque chose que l'on pratique quand personne ne regarde. Le silence au bout du fil était absolu. Même les vagues à l'extérieur semblaient faire une pause. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur fin d'appel, l'écran devenant noir. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. Ma grand-mère a posé sa main sur la mienne. Tu n'avais pas besoin de gagner cette dispute, a-t-elle dit doucement. Tu avais juste besoin d'arrêter de la porter. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. L'air entre nous s'est rempli du bruit de la mer et du faible murmure du vent à travers les murs de verre. Je n'étais plus en colère, juste libre. Parce que pour la première fois, la vérité avait été dite à voix haute, non pas par moi essayant de la prouver, mais par quelqu'un qui avait tout vu. Le genre de vérité qui n'a pas besoin d'être crié. Le genre qui, enfin, met tranquillement fin à l'histoire. Cette nuit-là, longtemps après la fin de l'appel, mon téléphone s'est remis à vibrer. Cette fois,
non pas avec de la confrontation, mais de la connexion. La conversation de groupe familial, qui avait été autrefois un cimetière de réponses d'un seul mot, s'est soudainement animée. Rachel a envoyé le premier message, une photo du feu de camp d'il y a 2 nuits. Les enfants enveloppés dans des couvertures, leurs visages rougeoyants à la lumière du feu. Je pense encore à cette nuit, a-t-elle écrit. L'année prochaine à la villa, encore? Ellie a répondu presque instantanément, j'apporterai ma guitare et tout le groupe. Tante Marianne a ajouté une série d'émojis cœur et a écrit, meilleure réunion de famille depuis des années. Camille, tu nous as rappelé ce que signifie appartenir. Une par une, d'autres photos ont afflué, ma grand-mère tenant sa tasse de thé, les enfants construisant leur navire en Lego, les musiciens souriant au bord de la mer. Le fil de discussion s'est rempli de chaleur, de rire, de projets pour le prochain Noël et de douces blagues sur qui réclamerait la meilleure chambre d'amis. Pour la première fois, la conversation ne tournait pas autour de Sophie ou de mes parents. Elle coulait librement, organiquement, comme si l'attraction gravitationnelle qui s'était toujours centrée sur eux s'était enfin relâchée. J'ai regardé les messages s'accumuler et j'ai souri, ma poitrine se desserrant. La guérison, ai-je réalisé, n'arrive pas toujours avec un feu d'artifice. Parfois, c'est juste un fil de discussion silencieux qui s'illumine à minuit. Pourtant, une partie de moi savait que l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Je ne voulais pas laisser les choses en suspens dans le ressentiment. La clôture, avais-je appris, ne consiste pas à effacer la douleur. C'est la laisser reposer. Alors, le lendemain matin, alors que le givre scintillait sur la balustrade en verre de la terrasse, j'ai tapé un court message à mes parents. Dîner ce dimanche. Juste nous. Pas de caméra, pas d'invité. J'ai hésité avant d'ajouter une dernière ligne, si vous voulez parler, vraiment parler. La table est ouverte. Ils n'ont pas répondu tout de suite, mais 3 heures plus tard, mon père a envoyé un simple pouce levé. Ma mère a suivi avec « Nous viendrons ». Pas d'émoji, pas de ponctuation, mais c'était suffisant. Dimanche est arrivé gris et froid. Le vent de l'océan portait une sorte de calme purificateur, et la villa semblait plus grande que d'habitude, résonnante, presque respectueuse. Je n'ai rien préparé d'extravagant. Pas de centre de table floraux. Pas de guirlandes lumineuses scintillantes. Juste une petite table pour 4 dressée près de la cheminée. Une miche de pain encore chaude du four. Une marmite de soupe et du bar rôti avec du citron et des herbes. Le genre de repas destiné à la conversation, pas au spectacle. Quand leur voiture s'est garée dans l'allée, je les ai aperçus par la fenêtre, hésitants, soumis. Ma mère serrait son écharpe. Mon père traînait derrière elle, les mains au fond de ses poches. Sophie est sortie la dernière, ses yeux balayant la villa avec une admiration silencieuse. Elle n'était jamais venue ici auparavant. Pour une fois, il n'y avait aucune trace de suffisance sur son visage, juste le regard timide de quelqu'un entrant dans une histoire dont elle ne s'attendait pas à faire partie. Je les ai accueillis à la porte. Entrez, ai-je simplement dit. À l'intérieur, le crépitement du feu a rempli le silence qui a suivi. Ma mère a passé ses doigts légèrement le long du dossier d'une chaise, presque pour se stabiliser. C'est magnifique, a-t-elle murmuré. Différent de ce que j'imaginais. C'est chez moi, ai-je dit. Pas parfait, mais à moi. Nous nous sommes assis, l'air épais de mots non dits. Pendant un moment, nous avons mangé en silence. Mon père a complimenté la nourriture. Sophie a posé des questions sur la vue sur la mer, sa voix douce, incertaine. Ma mère gardait son regard principalement sur son assiette. Finalement, j'ai posé ma fourchette. Je ne vous ai pas invité ici pour revenir sur l'émission, ai-je dit doucement. Ou les appels. Je voulais juste parler de ce qui n'a jamais été dit. Personne n'a interrompu. Alors, j'ai commencé. Je leur ai parlé des matins de Noël où j'étais assise près du sapin en prétendant ne pas remarquer qu'il n'y avait pas de cadeau pour moi. Du trophée du concours scientifique qui prenait la poussière sur l'étagère pendant que toute la famille organisait une fête pour la victoire de Sophie à la danse. De la nuit où j'ai mangé des nouilles seule dans ma chambre d'étudiante pendant qu'ils envoyaient de l'argent à Sophie pour un nouvel ordinateur portable. J'ai parlé de ma remise de diplôme, celle qu'ils ont manquée parce qu'ils disaient que c'était trop loin, et de la façon dont j'avais traversé cette scène en cherchant dans la foule des visages qui n'étaient pas là. Ma voix n'a pas tremblé. Ce n'était plus de la colère, juste la vérité, mesurée, stable. Je n'ai pas besoin d'excuses, ai-je dit doucement.
J'ai juste besoin que vous compreniez ce que j'ai ressenti. Passer des années à m'entendre dire que j'étais assez forte pour être ignorée. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Le seul son était le crépitement du bois dans le feu. Puis mon père a expiré lentement et a dit, « Peut-être que je n'ai pas tout vu. » Sa voix était rauque, inhabituelle dans son humilité. « Je pensais que tu n'avais pas besoin de nous, que tu te débrouillais seul. » Peut-être que c'était juste moi qui me facilitais la tâche de détourner le regard. Les yeux de ma mère ont brillé. Elle a posé sa cuillère, sa voix petite mais claire. « J'étais fier de toi, Camille. Je ne savais juste pas comment le dire. Tu étais toujours en avance sur nous, en quelque sorte. Avec Sophie, je savais comment aider. Avec toi, je ne savais qu'admirer de loin. » Elle a hésité, sa lèvre tremblante. Cette distance est devenue une habitude. Je suis désolé. J'ai hoché la tête, absorbant ces mots comme une lente lumière du soleil. Ils n'effaçaient pas les années, mais ils comptaient. Puis je me suis tourné vers Sophie. Elle n'avait pas parlé de tout le temps. Ses doigts se tordaient sur ses genoux, les jointures pâles. Finalement, elle a levé la tête et a rencontré mes yeux. « Je ne savais pas », a-t-elle dit doucement. « Je pensais que tu voulais rester à l'écart. » Tu n'as jamais rien dit. Si, ai-je dit. Juste pas avec des mots que tu écoutais. Elle a hoché la tête, un léger tremblement la traversant. Alors peut-être que c'est moi qui écoute maintenant. Pendant un instant, le silence entre nous n'était pas lourd. Il était fragile, comme quelque chose de nouvellement construit qui nécessitait des soins pour ne pas se briser. Quand le dîner s'est terminé, je les ai accompagnés à la porte. Ma mère m'a serré dans ses bras, pas fermement, mais plus longtemps que je ne m'y attendais. Mon père a posé sa main sur mon épaule et a dit, « Ta mère a raison. C'est magnifique ici. Tu as construit quelque chose de solide. » Sophie est restée en arrière, jetant un dernier coup d'œil à la longue table avant de murmurer, « Tu as vraiment créé ton propre monde. » J'ai souri faiblement. Il y a encore de la place à table si tu veux un jour la rejoindre, de la bonne manière. Elle n'a pas répondu, mais ses yeux se sont adoucis, et c'était suffisant. Après leur départ, je suis resté près de la fenêtre, regardant leur voiture descendre la colline jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent. La maison est retombée dans le silence. Le seul son était le reflux rythmé de la marée. Je suis retourné à la table, encore chaude de l'endroit où ils s'étaient assis, et j'ai soufflé les bougies une par une. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une fille essayant de gagner sa place. Je me sentais comme une femme qui avait enfin fait la paix avec sa position. La blessure n'avait pas disparu, mais elle s'était refermée. Et parfois, c'est tout ce dont la guérison a vraiment besoin. Cette nuit-là, après que la dernière bougie se soit consumée en une douce flaque de cire, je suis sorti seul sur la terrasse. Le vent s'était calmé et l'océan chatoyait sous le clair de lune, sombre, vaste, éternel. J'ai enroulé une couverture autour de mes épaules et je me suis assise sur le banc en bois que j'avais construit moi-même, celui qui surplombait les falaises. En bas, les vagues frappaient les rochers à un rythme régulier, comme le lent battement de cœur de quelque chose d'ancien. Pendant un long moment, j'ai juste respiré. Pas de bruit, pas de performance, pas de téléphone s'allumant de notifications, juste moi et le son de la mer. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Le SMS qui a tout déclenché, le dîner, l'émission, la confrontation, et enfin le repas tranquille avec ma famille. Cela faisait des années que j'attendais que quelqu'un d'autre m'offre une place à sa table. Ce soir, j'ai enfin compris que je n'avais jamais eu besoin de leur invitation. J'ai souri faiblement, regardant l'horizon s'estomper en argent. Je n'attends plus de chaises, ai-je chuchoté au vent. J'ai construit la table entière moi-même. La phrase est restée suspendue dans l'air, emportée par la brise marine. Et pour la première fois, elle ne sonnait pas comme un défi. Elle sonnait comme la paix. Parce que c'est ce que ce voyage était devenu. Pas une vengeance, ni même une reconnaissance, mais une réappropriation. D'espace, de voix, de valeur. Chaque planche de cette villa, chaque fil de lin, chaque bougie et morceau de cèdre portait une petite partie de la fille qui s'asseyait autrefois tranquillement au bord de la célébration de quelqu'un d'autre. Elle n'était plus invisible. Elle avait construit sa propre maison, sa propre histoire, sa propre famille de ceux qui choisissaient d'être présents. J'ai regardé l'horizon et j'ai pensé à tous ceux qui pourraient écouter. Ceux qui ont passé leur vie à essayer d'être remarqués, d'être assez bien pour mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement.
Si vous êtes l'un d'entre eux, je veux que vous vous souveniez de ceci, vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour avoir de la valeur. Vous êtes déjà assez, même si personne ne vous l'a jamais dit. N'attendez pas que quelqu'un vous donne une place à sa table. Construisez la vôtre. Façonnez-la à partir des parties de votre histoire qui vous ont fait le plus mal et laissez ces cicatrices devenir le grain du bois. Puis, quand elle sera prête, n'invitez que les personnes qui savent la traiter avec soin, celles qui vous voient, non pas pour ce que vous pouvez donner, mais pour qui vous êtes. Je me suis penché en arrière, écoutant l'océan respirer, les étoiles scintillant comme 1000 petits louis venus du ciel. Quelque part en moi, la petite fille qui attendait autrefois près du sapin sans cadeau a finalement expiré. Si vous entendez mon histoire, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été négligé lors d'un des moments les plus importants de votre vie? Si c'est le cas, racontez-moi votre histoire. Partagez-la dans les commentaires. Et dites-moi d'où vous regardez. Parce que peut-être, juste peut-être, votre histoire et la mienne ne sont pas si différentes après tout. Les vagues roulaient, douces et sûres. J'ai fermé les yeux, murmuré un bonsoir tranquille à l'océan, et j'ai souri, sachant que pour la première fois de ma vie, je ne cherchais plus leur table. J'avais construit la mienne, et elle était enfin, magnifiquement, pleine.